Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live Twitch organisé par l'Institut de physique du Globe de Paris, en partenariat pour la première fois avec le festival Paris Science, que nous organisons tous les ans courant octobre. Et ce soir, le live a lieu autour du documentaire Anthropocène, l'implacable enquête. Alors, l'Anthropocène, c'est un mot un peu vertigineux, qui dit que l'impact de l'homme aurait ouvert une nouvelle ère géologique à part entière sur notre planète. Peut-on réellement prouver que nous sommes entrés dans cette ère ? C'est un peu la question du film, et comment le prouver. C'est un film donc à la croisée de la géologie, de la chimie, de la biologie et des sciences humaines. Derrière ce thème se jouent des enjeux majeurs, bien sûr, qui sont scientifiques. C'est comment lire les traces de notre passage dans les roches, dans les sédiments, dans les glaces ou dans les océans, mais aussi philosophiques et politiques, puisqu'il interroge notre place dans le système, dans le système Terre, et interroge notre responsabilité collective. Ce soir, nous avons donc comme invité Jérôme Gaillardet et Magali Adair, tous deux professeurs des universités, Vincent Gaulier, le producteur du film, et nous allons revenir sur les preuves, les débats et les images fortes de ce documentaire en leur compagnie pour tenter de comprendre ce que l'Anthropocène nous dit du monde d'aujourd'hui et peut-être de celui de demain, probablement de celui de demain. Tout de suite, je passe la parole à Simon Veil, qui est responsable des partenariats du Festival Paris Science, et qui va nous dire quelques mots sur les raisons qui ont conduit la programmation du festival à choisir ce documentaire. Tout à fait, merci beaucoup. Donc Paris Science, tu l'as dit, c'est un festival qui existe depuis pas mal d'années, ça va être la 21e édition. Il est organisé par l'association Science Télévision, qui est un regroupement de producteurs et productrices de films, notamment de films scientifiques. Et donc on organise ce festival en partenariat très étroit depuis plusieurs années avec l'Institut de physique du Globe de Paris, puisque une grande partie du festival se déroule dans les locaux de l'Institut. Le festival a une partie à destination des scolaires, des classes, une partie plutôt à destination de professionnels, de l'audiovisuel et de la recherche, et puis une partie grand public qui arrive bientôt, c'est la semaine prochaine, du 23 au 27 octobre. Et dans cette partie grand public, il y a des projections toujours suivies de discussions avec des scientifiques, des membres de l'équipe du film. C'est un festival qui est entièrement gratuit pour l'ensemble des projections, qui essaye d'aborder vraiment toutes les sciences. Et c'est un festival qui se déroule dans 3 salles essentiellement, l'amphithéâtre de l'Institut de physique du Globe de Paris et 2 salles dans les bâtiments du Muséum national d'histoire naturelle juste à côté d'ici. Et il y a également un espace plus de convivialité dans le jardin des plantes qu'on appelle l'Agora, qui est une tente couverte, chauffée, dans laquelle on peut venir s'asseoir, écouter des mini-conférences ou manger un morceau. Et alors, dans ce festival, il y a une compétition historique qui est la compétition Science Télévision, qui récompense des films scientifiques destinés à la télévision. Et cette année, dans cette compétition, il y a notamment le film Anthropocène. Et donc, pour nous, au-delà du partenariat avec l'IPGP qui est historique, il y a évidemment ce lien thématique qui faisait sens et qui faisait qu'on avait vraiment envie de co-organiser, de participer à l'organisation de ce live Twitch. Je suis pas programmateur, mais la programmatrice m'a laissé quelques mots. Alors, elle n'a pas pu être là ce soir, malheureusement. Mais elle m'a laissé quelques mots pour faire des compliments à l'équipe du film. Balance. Voilà. Donc elle a voulu souligner la limpidité de l'écriture du film et le fait notamment qu'il permet de nous tenir en haleine tout du long, mais aussi l'originalité de son approche, avec notamment cette focalisation sur le travail des géologues, ce qu'on voit assez rarement finalement à la télévision. Et un autre aspect assez intéressant, la façon dont le film explore le positionnement des scientifiques et des institutions scientifiques face à des controverses qui dépassent un petit peu la simple sphère académique. Et donc, pour tous ces éléments, le film avait évidemment sa place au festival Paris Science. Vous pouvez venir le voir. C'est samedi prochain, là encore, c'est gratuit. Samedi prochain, le 25 à 18h30 à l'amphithéâtre Verniquet du Muséum national d'histoire naturelle. Et vous pouvez réserver vos places sur le site de Paris Science. Voilà, vous retrouvez toutes les infos nécessaires dans le chat qui est tenu par Nathan. Nous remercions d'être là aussi ce soir avec nous. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie, je te remercie Simon, et puis je vous propose à tous de découvrir la bande-annonce de ce documentaire. La plage de Tunel Boca, au nord de Bilbao, dans le Pays basque espagnol, est le théâtre d'une incongruité géologique qu'étudie Alejandro Cearreta.
Cette plage appelée Tunnel Boca est une plage cimentée. Ce qui est curieux, c'est que bien qu'il s'agisse d'un dépôt naturel, elle est formée presque exclusivement par des matériaux d'origine humaine. Des roches blanches et verticales, formées il y a près de 40 millions d'années, surplombent d'autres roches, sombres et horizontales celles-ci et beaucoup plus récentes. Elles portent en elles la marque de l'homme. Ce qui est remarquable dans ces dépôts, c'est qu'ils contiennent de nombreux technofossiles, c'est-à-dire des vestiges que l'on peut rapidement relier à notre culture, à notre industrie, comme ces briques oranges. Ces roches noires se sont formées à partir des déchets issus des hauts fourneaux, lorsque la sidérurgie de la région était le fleuron de l'économie espagnole dans la première moitié du XXe siècle. Des millions de tonnes de résidus déversés en mer sont revenus s'accumuler et se cimenter sur cette plage. Tunnel Boca est le symbole d'une planète façonnée par la démesure des activités humaines. L'idée que nous, humains, sommes capables de façonner la géologie et d'y voir notre reflet est très évidente ici. L'être humain serait-il devenu une force géologique ? Serait-il capable de concurrencer la puissance des volcans, des séismes ou des météorites ? Aurions-nous fait entrer notre planète dans une nouvelle époque géologique ? L'Anthropocène. Suite à cette bande-annonce, nous allons commencer un peu plus l'émission. Un petit mot d'introduction pour vous dire que donc, l'émission va être structurée en fait en le documentaire en diffusant un certain nombre d'extraits qu'on va commenter au fur et à mesure. Et qu'en gros, il y a deux grands axes à travers lesquels on va aborder le sujet de l'Anthropocène. D'abord, la dimension scientifique au sens des sciences de la Terre, biologique et chimique notamment, où on va montrer comment l'Anthropocène est défini par des preuves, des marqueurs, des méthodes de datation. Et dans un deuxième temps, aussi par sa dimension plus humaine et sociétale, et c'est ce qu'elle dit de nos modes de vie et de notre responsabilité par rapport à notre rapport à la planète. Juste un petit mot pour rappeler qu'au sein du PGP, pour un certain nombre de chercheurs, le terme Anthropocène ne fait plus débat, enfin pas le terme, mais en tout cas le fait que nous soyons entrés dans l'Anthropocène ne fait plus débat. Nous accueillons notamment une équipe de recherche qui s'appelle Biogéochimie, l'Anthropocène, des éléments et contaminants émergents, et qui étudie justement la manière dont les activités humaines modifient les cycles géochimiques de la planète. Alors avant tout, par rapport à ce débat sur le terme même d'Anthropocène, je ne sais pas Jérôme, est-ce que vous avez un mot à dire déjà par rapport à cette bande-annonce qui montre en gros les enjeux de façon assez explicite qui vont être donnés tout au long du documentaire, et un mot sur ce terme en lui-même d'Anthropocène et de ce que ça signifie, de ses implications. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a deux concepts en fait qu'on mélange quand même un peu, qui est l'Anthropocène que les géologues tiennent à définir parce que les géologues, et en particulier les stratigraphes, qui sont une sous-communauté des géologues, ont des procédures tout à fait rigoureuses, codées pour fabriquer le calendrier géologique. Et puis il y a l'Anthropocène, je dirais processuel, celui qui fait que la Terre d'aujourd'hui, de 2025, n'est plus la Terre qu'ont étudié les géologues d'il y a 100 ans, quoi. Elle a changé un certain nombre de cycles. Le carbone, on en parle quasiment tous les jours. Quand on achète un billet de train, il y a la quantité de carbone qu'on injecte dans l'atmosphère. Donc, en tout cas pour moi, cette partie-là de l'Anthropocène, il n'y a pas de débat. Voilà. Maintenant, ce film, il s'intéresse à l'Anthropocène, à ce deuxième Anthropocène, mais il est surtout axé sur la manière dont les géologues ont débattu pour le faire rentrer dans le calendrier géologique, quoi. Oui, alors moi je voudrais compléter un tout petit peu cette histoire de calendrier géologique, parce que j'ai eu l'impression que c'est quelque chose d'assez difficile à intégrer.
Quand on est géologue et qu'on travaille sur des longues échelles de temps, jusqu'à 3-4 milliards d'années, on peut pas se repérer dans cette histoire sans avoir des roches. On regarde les roches qui enregistrent au cours de leur dépôt les différents épisodes de l'histoire de la Terre, et il nous faut des marqueurs dans ces roches pour lesquels on a un âge, et quand on les retrouve ailleurs, on sait qu'on est à tel moment de l'histoire de la Terre. Et donc c'est ça, fabriquer le calendrier géologique. Et ces marqueurs de temps, on en cherche, et dès qu'on en trouve un, on fait une limite. Et du coup, la question là qui intéresse les stratigraphes dans ce film, c'est est-ce qu'on peut faire une limite de plus dans notre calendrier? C'est celle-là la question. Et du coup, on voit qu'elle est très découplée de l'autre dont tu viens de parler, le processus. Faire une limite, c'est quelque chose de pragmatique, de pratique. Et discuter des processus, c'est autre chose. Et elle fait l'hypothèse implicite que oui, elle existe cette limite. C'est-à-dire que le fait que nous avons perturbé les cycles géologiques, biogéochimiques, se traduit déjà dans les sédiments qui se déposent dans les lacs, dans les océans et qui enregistrent le temps. Ça se traduit déjà par une rupture. C'est ça l'hypothèse quand même de travail. Et c'est l'hypothèse de travail. Alors justement, à ce moment-là, je vous propose de regarder la deuxième séquence, Pierre-Olivier, qui s'appelle les sédiments archives de la Terre, et donc sur lequel nous allons pouvoir ensuite intervenir. Les sédiments sont comme des archives de la Terre. Ces particules de matière se déposent sous l'effet de la gravité, en couches successives, année après année. Elles nous racontent notre histoire. Plus nous descendons le long des strates de sédiments, plus nous remontons dans le temps. Si par exemple on se concentre sur les derniers 50 cm à peu près, on va avoir une tranche d'âge qui va être à peu près de 150 à 200 ans. Mais quels signes cherche Jérôme Kayser dans ces sédiments? En quoi cela pourrait-il l'aider à définir une nouvelle époque géologique? La géologie est la science qui s'intéresse à l'évolution de la Terre, vieille de 4,5 milliards d'années. Pour mieux s'y repérer, elle découpe cette histoire en différentes unités de temps qui correspondent à des changements majeurs visibles. C'est le calendrier géologique. For a geologist, it helps one navigate an enormous, unimaginable amount of time. I mean, 4.5 billion years is certainly not something I can fit into my head. Having a label is a very powerful tool to be able to say Jurassic, you had certain species on the planet, the climate was in a certain way. One word creates a picture. Donc du coup, par rapport justement à cet extrait sur les sédiments, pourquoi, est-ce que, alors Vincent, peut-être un mot pour le producteur, est-ce que ça a été difficile d'aller filmer, parce que là on est dans la mer Baltique, quels sont les moyens mis en place justement pour filmer aussi près en fait, pour arriver à raconter cette histoire-là telle que vous l'avez évoquée dans sur ces deux béquilles-là, sur ces deux jambes-là, et comme nous on fait des films documentaires, il faut qu'il y ait une histoire à raconter, parce qu'il y a un moment, sinon on fait juste des films pédagogiques et c'est un peu chiant. Dans les films, il y a un film, donc il y a une histoire, et là nous on s'est embarqué dans cette aventure-là parce que justement une équipe un consortium de 12 équipes internationales se sont mis en tête de trouver ces marqueurs de cet anthropocène, savoir qu'ils soient, parce que c'est important, à la fois visibles dans le monde entier et qu'ils soient fiables. Et donc tous ont cherché un peu partout, chacun dans des endroits. Et donc là, ce qu'on voyait, c'était en mer Baltique, où ils sont concentrés notamment sur l'azote qui s'accumule beaucoup dans les sédiments. Mais du coup, nous, ça nous permettait de suivre cette aventure scientifique, cette expérience et cette énergie dans laquelle étaient les scientifiques pour trouver les endroits et avoir la preuve que ce sous-groupe de stratigraphes qui sont un peu la vieille école de la géologie et qui ont du mal à accepter des changements, ils soient un peu sidérés par la force des preuves. Et donc nous, on s'est collé au travail de ces scientifiques-là, avec Jérôme Kayser en mer Baltique, mais avec des Japonais,
chez eux dans une baie à Beppu où le plastique est l'un des marqueurs recherchés, etc. Donc on a multiplié ces choses-là et pendant ces gens-là de mémoire ont travaillé plus d'une quinzaine d'années et ont fait du terrain pendant 3 à 4 ans. Et nous, on a été pendant 1 an à leur côté à suivre quelques expériences et quelques manips pour comprendre un peu et cette complexité-là et cette diversité des environnements. D'accord. Et je vous remercie. Et donc, dans ces sédiments, on voit clairement apparaître, Jérôme et Magali, des traces concrètes de l'activité humaine qui témoignent d'un bouleversement géologique aussi important que ce qu'ont pu être des bouleversements à des époques bien plus anciennes. Je ne parle pas encore de dater le début de l'Anthropocène, parce que je sais que c'est aussi un débat. Oui, mais en fait, on pourrait presque dire que finalement, les sédiments, ils n'enregistrent pas grand-chose. Et que c'est un des problèmes. Non, mais c'est vrai, par rapport à la perturbation que l'Anthropocène, au sens nouvelle époque, nouveau régime climatique, comme d'aucuns aiment à l'appeler, que cette perturbation introduit, finalement, les sédiments, ils réagissent assez modestement, et il faut s'équiper de traceurs extrêmement sophistiqués, on va en parler, je pense, pour aller appliquer les critères que les stratigraphes utilisent depuis un siècle et demi, qu'ils établissent le calendrier. Et quels seraient les marqueurs, du coup, qui seraient plus pertinents? Quel type d'autres me corrigera, parce que je suis sans doute pas le meilleur de la classe sur la question, mais il faut que ce soit global, et il faut que ce soit synchrone. Hein, c'est la définition. C'est ça, mais c'est très bien montré dans le film. Le marqueur qui tue, si je puis dire, c'est la bombe, comment on appelle, H, je sais pas trop, qui a envoyé plein de plutonium dans l'atmosphère. Ça, c'est merveilleux. Enfin, ça, c'est merveilleux, en effet. Mais tu es bien d'accord pour dater. Juste en regardant la carotte de sédiments que l'on remonte à bord, on ne voit pas. Plutonium, il faut des spectromètres de masse, il faut aller chercher le rapport 249 sur 40, c'est très dur à faire. Donc il faut s'équiper, quoi. Et ça, c'est le cas de toutes les limites géologiques, en fait. Et je trouve que celle-ci, elle réunit un ensemble de conditions pour en faire une limite qui est incroyable. Elle est extraordinaire. Bon, il y a beaucoup mais beaucoup si de tu prends par exemple la limite Crétacé-Tertiaire, elle est beaucoup plus spectaculaire. Et t'as pas besoin d'instruments. Mais on n'a pas encore tué 80% de la biosphère. On s'y attelle. Ou quand tu prends la limite entre l'air primaire et l'air secondaire. Mais c'est pareil, là c'est 90% de la biosphère. Bon, je vous propose en tout cas c'est la science. De regarder, Pierre-Olivier, la séquence 3 du film qui s'appelle Définir l'Anthropocène. Et donc, il y a un nouvel extrait dans lequel on va justement parler de marqueurs et de la façon dont on peut apporter des preuves. The Holocene started about 11,700 years ago, at the point in time when the world changes from being in a fully glacial state into an interglacial state. And during that whole period of time, it's that climate has been really conducive to human civilization, and that's why we've thrived as a species and we've become so prolific at the surface of this planet. Si l'Anthropocène existe, il met fin de fait à cette période stable et interglaciaire. Mais comment les géologues déterminent-ils l'existence d'une nouvelle époque géologique? Pour le comprendre, il faut justement s'intéresser à la disparition des dinosaures. Elle est associée à un changement géologique visible sur une autre plage du Pays basque espagnol, Soumaya, qui marque la limite entre les ères du Mésozoïque et du Cénozoïque. If you want to define a new unit of geological time, it has to be based on a phenomenon that was global in extent and also isochronous. It occurred at the same time around the world. En tombant sur Terre dans ce qui est aujourd'hui le Mexique, une énorme météorite a libéré une quantité prodigieuse de poussière chargée en iridium, un élément alors presque inexistant sur Terre. Ce nuage de poussière est monté dans la stratosphère, s'est propagé partout sur le globe avant de retomber sur la Terre, y déposant des petites particules d'iridium.
On estime que cet impact de météorite a contribué à l'extinction de près de 80% des êtres vivants, et notamment de la totalité des dinosaures. C'est cet événement, global et synchrone sur toute la planète, que voient les géologues dans les roches grâce à la présence de cette fine couche d'iridium. L'iridium est donc le marqueur primaire ou principal qui permet de déterminer la limite entre ces deux ères géologiques il y a 65 millions d'années. En el caso del límite entre el Holoceno y el Antropoceno, la causa es nuestra propia especie, pero tenemos que encontrar las evidencias que quedan registradas en la geología y que van a perdurar durante cientos, miles o millones de años y que marcarán también en el futuro ese límite de modo muy claro. Je pense que tu peux peut-être diffuser l'image qu'on avait ramené des nuages des dinosaures et de la bombe H, puisque Magali nous l'avait un peu commenté, un peu teasé en avance sur le nuage provoqué par la bombe H, à savoir que d'un côté, cette météorite, donc à l'époque qui a décimé les dinosaures, a créé un nuage qui a réparti l'iridium partout sur la surface de la planète, qui crée un marqueur d'un changement d'air, et que sans dévoiler, enfin si en dévoilant du coup l'issue du documentaire, on pourrait considérer que le plutonium qui a été réparti partout sur la planète suite à l'explosion des bombes H dans les années 50 constitue un marqueur assez puissant, et peut-être même la clé d'or, ou l'une des clés d'or possibles de l'Anthropocène. En tout cas, c'est un marqueur c'est indubitable, synchrone, qui répond à toutes les exigences pour fixer une limite. Donc, et je trouve que l'analogie avec le Crétacé, en termes de processus, c'est-à-dire dispersion dans la haute atmosphère de matériel dont un élément chimique rare, je trouve mérite d'être souligné. Et ce qui est important de préciser, c'est que c'est pas une bombe, c'est en fait ce que ça raconte aussi de l'Anthropocène, c'est comment pendant une décennie et plus, les êtres humains ont essayé à l'air libre, ont testé à l'air libre des ogives nucléaires par dizaines, par centaines, et que c'est parce qu'il y a eu cette masse-là de plutonium libéré que c'est devenu un marqueur. C'est toujours la même chose. Tout à l'heure, je parlais de l'azote et en tout cas des résidus de l'activité de l'agriculture intensive dans la mer Baltique. C'est parce que chaque fois, c'est des masses qui sont monstrueuses et qui, en effet, comme dit Jérôme, sont dans des échelles qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait il y a 100 ans dans notre géologie, je dirais, perturbée légèrement par l'activité humaine. Là, on est dans des échelles qui sont, voilà. Donc, le film raconte ça assez précisément, c'est-à-dire que sur ces essais nucléaires, c'est en effet monstrueux. Et il y a un point commun entre l'iridium et le plutonium, c'est qu'ils ne sont pas présents sur Terre à l'état naturel. Très peu concentré. Très peu concentré. Ah ben non, c'est pire que ça. L'iridium existe, le plutonium, non, il est fabriqué par l'homme. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on peut du coup peut-être passer le passage sur le plutonium, Pierre-Olivier, la séquence 7, s'il te plaît. Les radionucléides peuvent se trouver à l'état naturel, comme l'uranium par exemple. Mais le plutonium, lui, ne doit son existence sur Terre qu'à l'homme, qui l'a créé de toutes pièces à des fins militaires au départ et énergétiques ensuite. Sa présence dans la nature est donc une signature de l'activité humaine. Plutonium starts becoming apparent from 1945 onwards with the first atomic tests. But really increase in abundance from about 1952 onwards with the thermonuclear devices. Le 1er novembre 1952, sur l'atoll d'Eniwetok dans le Pacifique, les États-Unis réalisent le premier essai d'une bombe à fusion, la bombe H. Elle est bien plus puissante que la bombe à fission nucléaire, dite bombe A, utilisée à Hiroshima et Nagasaki et dont les retombées restaient dans les couches basses de l'atmosphère. In 1952, with the first thermonuclear devices, the hydrogen bombs, these are much bigger scale,
and they release the radionuclides into the stratosphere. And at that point, you find that the radionuclides get transferred across the planet, the entire planet, in the stratosphere. Au total, 543 tests atmosphériques ont rejeté des radionucléides sur Terre avant que les essais ne deviennent majoritairement souterrains à partir de 1963. Il est sûrement temps d'interroger maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire que on arrive donc avec le plutonium aux années 50, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les premières bombes atomiques Hiroshima et Nagasaki explosent, il y a eu quelques essais auparavant, là les essais se multiplient, et on peut atteindre du coup les dimensions plus sociétales et politiques de l'Anthropocène, qui est ce qu'on a appelé la grande accélération. Puis donc en fait après les enjeux politiques, on se rend bien compte quand même que c'est à partir des années 50 qu'il y a une multiplication, une évolution et une courbe exponentielle de l'activité humaine, industrielle, de rejet notamment des plastiques par exemple, mais pas que, et que c'est à partir de cette date-là, si on doit commencer à dater l'Anthropocène, là je sais qu'il y a un vrai débat sur le sujet. Certains disent que finalement on pourrait mesurer l'activité de l'homme il y a bien plus longtemps dans les couches de sédiments, dans les couches géologiques, mais il y a quand même aussi toute une mouvance qui dit que l'Anthropocène arrive finalement vraiment avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'entrée dans l'ère de la super industrialisation. Jérôme ? Oui, il y a plein de limites basses anthropocènes qui ont été proposées. Il y a un anthropocène long, il y a un anthropocène court. Le court, c'est la grande accélération, mais on pourrait très bien dire, certains scientifiques le pensent, que la disparition des grandes faunes, ce qu'on appelait la mégafaune, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, c'était déjà l'influence de quelques groupes humains qui les chassaient et qui ont fait tomber les populations en deçà d'un nombre limite qui permet plus la régénération de l'espèce. Voilà, ce qui est sûr dans les années 50, c'est qu'on assiste à une généralisation de l'anthropisation de la planète. C'est parce que la population, la première courbe qu'il faut montrer à mon avis, c'est la courbe de la démographie. On voit très bien que, pour tout un tas de raisons, et par tous les progrès de la médecine, le nombre d'humains sur la planète explose vraiment, quoi. Et donc, quand est-ce qu'il faut dater le début de l'Anthropocène ? Faut-il le dater ? Oui, si on veut le faire rentrer dans le calendrier géologique, en effet, mais on peut aussi juger que on n'a pas besoin de dater, parce que c'est l'éléphant dans la pièce, hein. Nous y sommes, et nous devons continuer à vivre avec cette planète qu'on a commencé à perturber sérieusement. C'est si difficile que ça de faire vraiment rentrer l'époque humaine dans un temps géologique. Ça pose plein de problèmes pour pas mal de géologues. C'est trop rapide, c'est trop récent. Il y a aussi l'idée que on peut l'entendre quelquefois. La Terre en a vu d'autres. Une forme de jugement sur l'histoire de la Terre que je trouve vraiment pas sain. Oui, la Terre, c'est sûr, est passée par des crises autrement plus importantes. Elle a même été congelée complètement il y a des milliards d'années. Elle s'en est remise. Mais je pense qu'il faut dépasser cette question-là purement géologique et dépasser la question de l'inscription dans le calendrier géologique au risque de faire croire que les scientifiques eux-mêmes n'y croient pas à l'Anthropocène. Et c'est ça, je pense, le danger du fait que ce comité, je ne sais plus comment il s'appelle, de stratigraphie, a décidé que non, l'Anthropocène ne devait pas figurer dans le calendrier géologique. Et c'est là où ce que je disais tout à l'heure sur les deux concepts, les deux notions, ça doit figurer dans le calendrier géologique, mais en même temps, c'est une perturbation globale du système Terre. Les deux notions là se s'entrechoquent d'une manière qui est absolument pas saine, parce qu'il faut pas qu'on dise parce que quelques stratigraphes n'ont pas voulu faire entrer cet anthropocène stratigraphique dans le calendrier géologique que l'anthropocène n'existe pas. Et c'est même dit dans le film à un moment, hein, c'est même donner des arguments à ceux qui pensent que non, on peut continuer comme on a commencé à le faire, et que c'est pas grave, et que les 10 milliards d'êtres humains qui s'apprêtent à vivre sur la Terre peuvent avoir le niveau de vie des Américains. La planète absorbera les coups.
On va justement diffuser le 5e extrait, Pierre-Olivier, qui s'appelle donc la séquence 5, la grande accélération. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction de l'Europe va provoquer un changement d'échelle dans les activités humaines. La production de biens matériels en série explose grâce à la standardisation. La publicité débarque. Le pouvoir d'achat augmente. La consommation de masse est en marche. And that's really the great acceleration. It is this period of time, post-World War II interval of time, when industry developed very fast, economies developed very fast, the spread of white goods, the spread of cars, automobiles, all of these products that we think are part of our 21st century life first became mass-produced and widespread. Le terme grande accélération est né d'une constatation simple, grâce à la mise en regard de deux types de données. D'un côté, des graphiques avec des informations socio-économiques, comme l'évolution de la population mondiale ou du PIB. De l'autre, des courbes qui décrivent l'évolution du système Terre, comme le taux de CO2 ou de méthane dans l'atmosphère. Le résultat est sans appel. Toutes ces courbes ont une inflexion au même moment, en 1950. On voit qu'il y a vraiment une accélération à tous les... qui est à la fois due donc, à la démographie, mais aussi à des marqueurs purement humains et des marqueurs qui sont des marqueurs scientifiques, géologiques. Voilà, c'est ça qui est super, c'est qu'en fait on a des paramètres qui sont sociaux, qui sont étudiés par les sciences sociales habituellement. Puis là on a des paramètres du système Terre qui sont étudiés par les scientifiques du système Terre ou les géologues, et on voit que on peut superposer les courbes. Donc ça c'est une très belle définition anthropocène. Et c'est là où du coup en effet les deux sciences, enfin les deux typologies de ces recherches scientifiques humaines et géologiques se retrouvent. C'est que on peut débattre sur est-ce que c'est l'arrivée de l'agriculture qui commence l'anthropocène, etc. Je veux dire, il y a un moment où cette accélération-là, dans ces échelles-là, elle date de cette époque-là, des années 50. Donc c'est vraiment si je peux juste rajouter, compléter à ma façon ce que racontait Jérôme sur ce débat de est-ce que on reconnaît ou pas dans ce mouvement des stratigraphes si c'est l'anthropocène ou pas. En fait, c'est une histoire de normes. Pour le raconter autrement, c'est une histoire de normes. Je veux dire, quand on vous explique que les concombres qu'on doit vous vendre ont une certaine taille, un certain diamètre, etc., et qu'il y a des qui sont trop courts, trop longs, avec des taches, ce ne sont pas catalogués comme des concombres dans une norme qui dirait c'est de l'agroalimentaire, ça reste quand même du concombre. Donc il y a un moment, si eux, ils n'arrivent pas à le rentrer dans leur façon d'appréhender les choses, où il y aurait une espèce de vision comme ça idéologique, parce qu'il y a de l'idéologie là-dedans. C'est-à-dire l'idée, c'est que, comme le dit l'un des personnages, d'être associé à une nouvelle époque où c'est le plutonium, parce que c'est quand même un engin qui est la preuve d'un engin de destruction, le plutonium. J'ai pas envie d'être associé à ça. Et puis, il y a un moment, il y a aussi, parce que ces gens-là sont d'une certaine génération, l'idée d'être, que les scientifiques soient des acteurs sociaux du monde politique, ça pour eux c'est insupportable. C'est-à-dire qu'ils veulent pas rentrer dans des débats. Ils veulent juste décider si sur une publication scientifique c'est valable ou pas. Le problème c'est que les publications scientifiques elles montrent bien qu'il y a une anthropocène qui a commencé aux alentours des années 50, mais il y a un moment pour eux, il y a un côté comme ça conservateur et c'est bien triste parce qu'on a besoin qu'il n'y ait plus de débat sur cette chose-là, comme le dit Jérôme, et que ça soit une évidence qu'on détruit massivement ce système Terre et que notre avenir est assez compromis à l'échelle de quelques décennies, quelques siècles, quoi. Et justement, alors sur les années 50, c'est sûr que ça marque un tournant, mais ça marque un tournant pour une partie finalement de la société, et pas la société pas de la société humaine dans son ensemble, ce qui est aussi évoqué dans le documentaire. Et donc peut-être à ce sujet, Pierre-Olivier, tu peux nous diffuser la séquence 6 qui s'appelle les enjeux politiques, s'il te plaît.
et où cette notion est abordée. Même si les évidences s'accumulent pour démontrer l'émergence de l'Anthropocène, le mot lui-même gêne et continue à faire débat, notamment parce qu'il inclut l'humanité tout entière. La grande accélération est pourtant le fruit d'un mode de vie et d'un système économique développé par une toute petite partie de la population pour elle-même. We were always aware of the fact that, industrialization, which is a major part of the Great Acceleration and the Anthropocene, began in Western Europe. So for sure, there is no doubt from the demographics of this that some parts of the world have contributed much more to the environmental change that we see at the surface of the planet, contributed most of the carbon dioxide to the atmosphere, contributed most of the plastic pollution and the concrete. That's been very much focused for most of the 20th century on North America and Europe. Cet anthropocène, effectivement, est dû, si on regarde bien, à une minorité de la population. Ça a donné lieu notamment à des termes inventés comme capitalocène ou des choses comme ça. Oui, oui, c'est un peu l'autre versant du problème, c'est que les sciences sociales ont aussi rejeté ce terme anthropocène. Il a décidément pas de chance, parce que anthropos, c'est l'homme, c'est pas tous les hommes qui sont responsables du changement, de la perturbation du système Terre. En effet, c'est une occidentalité, c'est une humanité plutôt occidentale qui a adopté un mode capitaliste d'exploitation de la Terre, etc. Et du coup, on a en effet proposé d'autres termes, l'anglocène, le thermocène, le plantatiocène, qui est assez intéressant, etc. Bon. Mais j'ai envie de dire que ça pose les mêmes problèmes que le rejet par les géologues, quoi. C'est un tente à sous-estimer l'importance de ce truc qui nous arrive et dont il faudrait quand même que les politiques et que la société de manière générale s'emparent et se sentent concernés. Mais sur un plan purement, j'allais dire, des idées, est-ce que c'est pas compliqué de se dire que nous sommes finalement responsables? C'est pas tant le problème, finalement, c'est pas tant d'entrer dans une nouvelle ère géologique, c'est plutôt que cette ère géologique est marquée par un danger d'extinction massive de notre propre, marque quand même un certain nombre de dangers par rapport au fait qu'on s'en prend à nous-mêmes. Finalement. Oui, c'est pour ça que peut-être c'est pas anthropocène dont il faut parler. Et il y a des tas de termes comme ça qui sont apparus ces dernières années qui ont la même propriété, c'est-à-dire des termes un peu frontières. Moi, j'aime bien cette notion de termes frontières, c'est-à-dire qui permet de faire dialoguer des scientifiques qui étudient très précisément le système Terre, des sciences sociales qui étudient très précisément ou qui étudiaient très précisément les sociétés et les humains, et puis, bien entendu, la société elle-même. Il faut évidemment pas oublier. Et donc, parmi la liste, on a limite planétaire. On a l'habitabilité, qui est un terme que moi j'aime beaucoup et qui est beaucoup moins polémique. Et quand on dit en effet que les humains sont en train d'abîmer l'habitabilité de la Terre, on comprend directement de quoi il s'agit. C'est peut-être beaucoup plus pédagogique que anthropocène. Zone critique est un des autres termes inventés. J'en oublie sans doute. Moi, je me disais que si on voulait en faire une limite géologique, il faudrait le dissocier de sa cause. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a jamais une limite qui est nommée de sa cause. Et donc, elle existerait. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de débat socio-politique. Ils auraient adopté la limite. Ils ont juste pas été capables de gérer ce qui leur arrivait dessus. Et du coup, c'est du détail, mais ils auraient pu mettre un nom grec comme toutes les autres qui veut dire l'actuel. Et ça aurait été bien parce qu'on aurait l'actuel qui est une nouvelle période géologique. Et ensuite, on pouvait coller dessus tout ce qu'on voulait. Mais ça va se faire. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Les limites planétaires. Oui, c'est vachement bien les limites planétaires. Les limites planétaires,
elles disent que si on va trop loin dans la route qu'on a engagée, la Terre, elle va changer, elle va basculer d'état et que on va arriver à un environnement qui sera impossible à vivre ou très très difficile. Et donc il est très pédagogique parce que il parle de toutes nos activités humaines et il touche à tous les métiers des scientifiques aussi et tous les métiers de la société. Et donc je l'aime bien, mais pour y croire à ce truc, il faut aussi croire que la Terre va vraiment changer d'état. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, qui est que les géologues disent que la Terre en a vu d'autres et que tu aimes pas quand on dit ça. Mais moi j'aime bien quand on dit ça parce que quand on dit aux gens que ce qu'on leur annonce, la Terre elle est capable de le faire parce qu'elle l'a déjà fait, et ben ça change un peu la perspective sur cette chose qui va se passer. Et la Terre l'a déjà fait. On ne vous fait pas de la désinformation là. Le modèle, il vous emmène dans un état dont on a des traces dans le passé et donc j'aime bien cette... Donc sur ces limites planétaires, si tu en cites 2 ou 3 pour qu'on comprenne. Ah oui, excusez-moi. Ouais. Alors, les limites planétaires, il y a le climat, l'augmentation de la pression partielle de CO2 dans l'atmosphère, il y a l'acidification des océans, il y a les plastiques, toutes les pollutions, les produits anthropiques qu'on délivre dans l'environnement. Il y a la baisse de la biodiversité avec la 6e extinction qui serait en cours. Il y a la modification des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore qui sont devenus industriels. Et puis qu'on voit dans les preuves, tout ça c'est des choses qu'on trace en plus dans la limite proposée de l'Anthropocène. Qu'est-ce qu'il y a d'autre quand j'ai oublié ? Mais déjà, rien que ça nous montre l'exhaustivité, la multiplicité des indicateurs qu'on suit. Et qui, une fois de plus, n'est pas juste un marqueur, mais bien une manifestation profonde liée à nos activités humaines. Donc c'est ça qui est une autre façon d'approcher ça et de mettre en alerte sur le fait qu'il y a 2 limites, et uniquement 2 qui n'ont pas été dépassées sur les 9, c'est ça, qui composent ces différentes limites planétaires. Et donc récemment, en tout cas cette année, cette limite de l'acidification de l'océan a été dépassée. Tu me reprécisais les dates là tout à l'heure. Donc on est en train de tout passer au rouge. Et donc je pense qu'en effet, ce qui est important de garder par rapport au film et par rapport à cette question-là, c'est qu'en fait c'est pas tant le débat de cette pertinence du mot, d'un autre mot, que cette réalité-là objective de ce qu'on voit. C'est-à-dire nos stratigraphes qui ont du mal à accepter cette réalité-là ne dénient aucune des courbes. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec cette trace verticale, quoi. D'accord, mais derrière, ce que disait aussi Magali, je pense qu'elle a raison, c'est qu'il y a un problème peut-être un peu plus profond, que les scientifiques dits naturalistes du système Terre sont peut-être pas prêts à rentrer dans le champ politique, pas tous, et à continuer à penser qu'ils s'occupent de faits et pas de valeurs, pour reprendre la vieille terminologie. Et ça, c'est un problème, parce que aujourd'hui, quand on fait du système Terre, quand on étudie le système Terre, on peut pas se contenter de faire l'inventaire des choses qui ne vont pas. On a un devoir, je pense, d'alerte et un devoir aussi de réparation, c'est-à-dire de contribuer à réparer ce qu'on peut encore réparer, si c'est réparable. Ils le disent très bien, on ne pourra pas réparer. On pourra juste limiter les dégâts. Oui, mais je trouve un peu pessimiste, parce que sur un certain nombre de cas, la Seine était plus polluée au siècle dernier. On commence à s'y rebaigner. Pas moi, mais... Et comment justement dépasser, à votre avis, cette controverse scientifique ? Parce qu'il y a une controverse entre, effectivement, d'un côté, certains scientifiques qui ne veulent pas entendre parler de cette définition, et d'autres... Je pense que ces scientifiques, à défaut de me faire des ennemis, sont minoritaires, même si le battage médiatique, le film est là pour le représenter, a été fort autour de ce débat sur la fabrication de la preuve, hein, parce que c'est un peu ça votre film. C'est aussi une manière, et c'est en ça que moi je l'aime bien, c'est que il montre le vrai travail compliqué. Ça met 4 ans à converger vers 12 sites candidats. Et puis il montre aussi que ça passe par des votes. Et ça, c'est quelque chose qu'en science on fait jamais. On vote jamais. C'est-à-dire une découverte scientifique, elle n'est pas votée.
elle est admise par la communauté, après review par les pairs, etc. Le vote, Après la multiplication des après la multiplication des arguments. Voilà. Là, c'est un cas très particulier de fabrication. Bon, c'est pas la fabrication d'une vérité scientifique, c'est la fabrication du calendrier géologique. C'est l'appellation contrôlée. C'est l'appellation contrôlée, comme pour les fromages. Et donc, en ça, le film, il est vraiment extrêmement intéressant. Mais on pourrait presque dire que, tant pis, c'est pas grave. Peut-être ce que ça dit, c'est que l'Anthropocène, c'était pas la bonne manière de le présenter. Et que le débat géologique, certes, il peut avoir lieu, mais il faut pas trop s'embêter avec ça. Le nom a été inventé par un chimiste. Alors en plus, un peu par provocation, je pense, un chimiste qui reprend la manière dont tous les étages ou périodes de l'ère tertiaire ont été fabriqués, c'est-à-dire quelque chose qui se termine en scène. Là, c'est Anthropocène qui fait suite à l'Holocène. Et je pense que les géologues l'ont mal pris. Il l'a improvisé lors d'un débat comme ça public, et le terme a marqué. Et je pense que une fois de plus, on peut faire de la sémantique. Il y a un moment, il faut un terme qui marche. Je veux dire, donc il faut, je pense, passer au-delà de ces débats-là et passer plutôt à l'engagement de comment en effet s'investir, géologue d'un côté, société civile de l'autre, politique surtout, que c'est eux qui décident et que cette réalité-là, elle n'est pas contestée par personne. Et Vincent, donc, on expliquait justement qu'il y a ça prend des années de monter des programmes tels que ceci, et donc il faut pouvoir être réactif, ça en tant que producteur et au niveau de la réalisation du film. Comment vous y prenez pour être en contact avec ces équipes, pour les suivre? Ça nous mobilise quel type de moyens En fait, dans notre société de production qui s'appelle Local Science, on est deux, Cécile Dumas qui a coécrit le livre et moi, on a plusieurs casquettes, mais entre autres, on est journaliste scientifique. Donc on fait de la veille sur plein de sujets. Et donc cette question de l'Anthropocène, elle date pas de ces années récentes, elle date d'il y a très longtemps. Et donc c'est Cécile Dumas qui un jour est tombée sur l'activité de l'Anthropocène Working Group, qui sont ces scientifiques-là qui travaillent sur cette réalité-là. Donc à un moment, tout le monde a envie d'aborder cette question-là, mais ce que je vous disais, le documentaire, c'est de raconter des histoires, et le travail de Cécile, ça a été de se rendre compte qu'il y avait un groupe qui existait avec des tensions, parce que chacun avait des points de vue différents sur comment mener cette entreprise-là, mais ils allaient aller sur le terrain, et quand on fait des films documentaires, c'est bien de filmer le terrain, c'est-à-dire les gens qui travaillent, et il y avait un suspense, parce que toi tu parles de battage, mais moi je parle de dramaturgie, sur voilà, est-ce qu'ils vont le trouver ceci, parce que c'est en effet un chimiste qui a inventé ce terme-là, est-ce que donc ils vont faire chouement revenir les mains vides, ou est-ce que ça va se passer, et on savait déjà que les ferments de la polémique scientifique étaient là, puisque ces fameux anciennes générations de géologues allaient voir ça d'un mauvais œil. Donc on avait tous les ferments, je dirais, d'une histoire à raconter, et après, dans ce qu'on aime faire nous, de le raconter en étant vraiment du point de vue des scientifiques, dans cette réalité de la science, c'est-à-dire qu'il y a en permanence de la polémique, de la controverse, parce que les choses n'avancent pas facilement, et voilà. Et donc du coup, ce travail-là, et après donc on a une autrice qui balaye un sujet comme ça, et puis après on va chercher un réalisateur, là, Cédric Defer, avec qui on avait déjà travaillé, et on essaie de faire un scénario, de faire un film. Donc après, voilà, Arte France, pour nous, un mérite énorme, c'est d'être hyper attentif à ce genre de propositions et hyper réactif, et donc on a pu se lancer là-dedans, mais c'est j'ai peur de dire me tromper sur l'estimation, mais c'est entre 3 ou 4 ans de travail, entre le moment où Cécile, comme ça, se dit que c'est une façon d'aborder cette question-là, au moment où on se retrouve là, le film est terminé depuis 1 an, il a vécu sa vie dans des antennes à droite et à gauche, et aussi dans des festivals, et aujourd'hui on est à Paris Science. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que ce processus-là se met en place. Et quelles ont été les réactions globalement au moment de la sortie du film? Moi, je dirais que j'aurais envie de répondre d'abord sur la réaction des scientifiques. C'est-à-dire que la fin du film se termine par une sorte de sidération attendue des scientifiques qui ont participé au groupe, de se dire, mais donc on reconnaît pas la pertinence de notre travail, et voilà, et tout de suite de se saisir, et c'est comme ça que le film se termine, de se saisir de cette idée de nous, quoi qu'il arrive, on a les preuves, et on va maintenant aller
prêcher, prendre notre bâton de pèlerin et faire entendre cette réalité-là. Donc tous, ils ont été modifiés à titre individuel dans leur rapport aux sciences, qui est que maintenant ils font des conférences, ils interviennent pour expliquer qu'il y a une réalité, que c'est pas juste une menace lointaine qui pèse, et que c'est pas vraiment nous qui sommes responsables, mais d'autres. C'est pas que les ultra riches, et nous tous ici autour de cette table, on participe de cet effort de destruction dans lequel on est ancré, quoi. Donc du coup, c'était plutôt eux qui étaient assez importants pour nous. Et après, là où on est content, c'est que le film est repris par d'autres communautés que sont au-delà du festival du film de science. Il est pris par des institutions. Là, on a été contacté par un institut de recherche sur la question de l'anthropocène dans un pays nordique, où ils veulent le projeter devant l'ensemble de leurs étudiants et de leurs enseignants. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que du coup, cet objet-là sert c'est un outil politique, pour employer un gros mot, qui permet de faire bouger les choses. La semaine prochaine ou cette semaine, là, il est aussi au festival d'environnement de Toulouse. Il va aller le mois prochain aux États-Unis dans un autre festival. C'est des choses qui permettent de représenter cet objet-là. Parce que c'est toujours la question compliquée en science, c'est de donner une représentation aux objets. On sort d'un film avec Bruno Latour qui pose beaucoup cette question-là de donner des images aux objets scientifiques. Ce film-là participe de cette idée de donner un corps. Bravo de réussir à le diffuser aux États-Unis avec un sujet comme celui-ci. J'ai pas dit que ça serait sur tous les États-Unis. C'est un festival à New York, dans un endroit privilégié, mais qui est en ligne. Donc du coup, il y a 200 sites aux États-Unis qui peuvent diffuser ce film-là. Mais ça participe de la résistance, c'est sûr. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je sais pas, un mot pour terminer, Magali, et Jérôme, un mot pour terminer ce Twitch. Moi, je voulais aussi, je trouvais, quand j'ai vu le traitement médiatique de cette limite qui n'a pas été choisie, j'étais effondrée parce que tout était mélangé, personne n'y comprenait rien. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, génial, enfin quelqu'un qui remet les choses à nous. Merci. C'est les auteurs qui sont responsables. Oui, tout à fait. À tous. Non, moi je le conseille aussi à mes étudiants, à titre pédagogique, mais maintenant faire un second film qui va parler du vrai anthropocène et de la catastrophe devant laquelle on se trouve. Ok, je prends commande. C'est-à-dire, si tu peux en dire un mot, la catastrophe. La destruction de l'habitabilité terrestre et le fait que certains articles, c'est très nouveau, des articles de très grande tenue, comme PNAS, envisagent désormais la disparition de l'espèce humaine. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce Twitch, ce premier en partenariat avec le Festival Paris Science. Je vous rappelle que donc le film sera diffusé dans le cadre du festival le samedi 25 octobre à 18h30 dans l'amphithéâtre Wernicke au sein du Jardin des Plantes. Merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt pour un nouveau Twitch. Merci.